Alors du coup, je vais commencer à dire bienvenue à tous ceux qui sont là et merci de nous avoir rejoints pour la présentation du centre de formation IT2I Pays de la Loire de l'école Polytech Nantes pour la formation maîtrise des énergies. J'espère que tout le monde m'entend et puis on est parti. Donc moi, je m'appelle Gauthier Renon, je suis en dernière année, en 5e année de la formation maîtrise des énergies. Donc, je viens d'un IUT Génie thermique énergie, celui de Lorient. Et puis aujourd'hui, je travaille donc parce que c'est une formation en alternance. Vous le comprendrez tout au fil de la présentation. Ça veut dire qu'il y a une partie école et une partie entreprise sur 3 ans dans la même entreprise. Et je travaille personnellement pour la ville de Nantes et Nantes Métropole, donc pour une collectivité locale, pour une entreprise, on va dire, publique. Mathieu, si tu veux prendre la relève. Ouais, moi je suis en 4e année, donc un an de moins que Gauthier. J'ai aussi suivi une formation GTE et personnellement je travaille chez Orange dans la recherche et développement. Donc c'est vrai que Émilie nous a invités, nous, anciens GTE, pour vous présenter à vous, actuellement GTE, pour qu'on puisse parler un petit peu le même langage et savoir quel a été votre passé. Donc si vous avez par exemple des questions ensuite liées à ce que vous faites aujourd'hui, d'essayer de le comparer à ce que nous faisons en MDE, c'est pour ça qu'on est là, c'est parce qu'on a fait le même parcours que vous aujourd'hui. Voilà, Monsieur Gros, si vous voulez prendre la parole. Oh, c'est gentil. Non, là, vous avez bien présenté l'affaire. Bon, moi, je suis Hervé Gros, je suis le directeur de la formation maîtrise des énergies et j'ai les deux Lascar comme apprenti dans la formation. Là, en 4e et en 5e année. Alors, comme ils vous l'ont dit, on recrute des DUT GTE, c'est une de nos voies privilégiées de recrutement. On en a un peu plus depuis plusieurs années que des DUT GE2I, parce que la particularité de la formation, c'est d'être, c'est notre point fort, bivalente. C'est-à-dire que dans l'énergétique, on s'est aperçu qu'il convenait bien d'être et thermicien, ce que vous êtes en tant qu'étudiant en DUT GTE, et on va dire, pour être très schématique, électricien, ce que vous seriez si vous étiez un étudiant en GE2I. Et on s'aperçoit assez vite que ce sont des notions, quand vous installez par exemple des panneaux solaires, pour savoir les orienter, il faut être thermicien, et pour savoir les brancher, il faut être électricien. Donc si vous voulez, la notion de bivalence, elle est fondamentale en énergie. Et assez vite, la première année, disons que si vous êtes en DUT GTE, on ne va pas vous apprendre énormément de choses. Enfin, je sais pas, les gars vous le diront mieux que moi, ils ont revu des choses qu'ils connaissaient largement en GTE. Par contre, ils ont appris plein de trucs en électricité. En 2e année, ils ont transpiré parce qu'on a acquis le niveau d'ingénieur, y compris en thermique et compagnie. Et en dernière année, mais on se positionne même plus entre thermique, entre thermicien et électricien, on se positionne en énergéticien. Quand on fait des énergies renouvelables, on ne se pose pas la question de savoir si on est électricien ou énergéticien. Donc je pense que c'est ça dans les questions. L'avantage de l'information, c'est qu'effectivement, vous êtes bivalent. Et le deuxième avantage qu'elle soit en alternance, c'est qu'en alternance, vous êtes en entreprise et qu'en entreprise, vous avez le droit de jouer avec des grosses machines que vous n'auriez pas le droit de jouer si vous étiez étudiant. Et toujours, si vous travaillez à la SNCF, qui est un de nos lieux d'embauche d'énergéticiens, ou chez Orange, je pourrais pas vous mettre en haut d'une éolienne, par exemple, si vous étiez étudiant en thermique. On a une formation thermique énergétique à Nantes sous statut étudiant. On a une formation génie électrique sous statut d'étudiant. Aucun étudiant de génie électrique n'aura le droit de jouer à côté des caténaires d'un TGV. C'est interdit, c'est un étudiant. Un salarié SNCF, je peux. On en a même une en MDE5, elle a le droit de jouer dans une centrale nucléaire parce qu'elle est salariée EDF. Sinon, une centrale nucléaire, vous n'y rentrerez jamais en tant qu'étudiant. Déjà, moi, j'ai du mal à rentrer, je ne raconte pas. Donc, c'est les avantages, c'est que l'énergie, on manipule des grosses machines. Si vous connaissez les systèmes thermiques, vous aurez le droit de jouer avec pour de vrai en tant que salarié de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Alors moi en fait je suis chez Orange pour un sujet déterminé pour les 3 ans, c'est-à-dire que on m'a recruté pour optimiser des armoires télécom thermiquement. Et donc voilà, il y a un sujet pour 3 ans, il y a une phase d'approche sur des simulations, ensuite il y a une approche sur des tests des armoires existantes,
Et après, il va y avoir une phase sur la modification d'armoires et des tests sur des armoires modifiées et voir quel gain on a obtenu et est-ce qu'on peut encore améliorer, etc. Donc, l'objectif est là. Donc voilà, c'est un sujet pour 3 ans. Moi, c'est plus de la thermique, mais effectivement, comme disait Monsieur Gros, je suis aussi venu là pour apprendre tout l'aspect électrique parce que je trouve ça vraiment important. Et je dirais même qu'il y a une double bivalence. Il y a la bivalence thermique-électrique et il y a la bivalence étudiant et salarié qui permet d'être vraiment complet. Alors, je vois qu'il y a une première question. Je ne sais pas si on y passe maintenant. Allez-y, hein, on complétera. On va répondre à 3 voix. Par rapport à une formation normale, est-ce plus compliqué pour rattraper les cours ou c'est adapté? Alors en fait, tout le monde suit le même cursus. Il n'y en a pas qui sont à la fois que étudiants et d'autres apprentis. Tout le monde est apprenti. Donc déjà, ça permet d'être dans le même bateau pour tout le monde. Et puis, non, je dirais que c'est prévu pour. On a des rythmes de 2 semaines, 2 semaines, 3 semaines, 3 semaines au début, et puis ça s'allonge un peu sur la fin, mais tout est organisé pour. Il n'y a pas de. Alors oui, faut bosser, hein, c'est une formation ingénieur, donc forcément, ça demande du travail. Mais non, je dirais que tout est organisé et prévu pour qu'on réussisse. C'est par rapport au niveau, peut-être, qui pourrait aussi inquiéter certains. C'est vrai que dans la classe, nous, on a des DUT GTE, des DUT GE2I. On a aussi quelques-uns qui viennent de prépa, que ce soit prépa intégrée Polytech ou prépa extérieure. Et non, personnellement, je dirais que voilà, peut-être niveau mathématiques, j'avais un peu plus peur parce que j'en ai eu moins en DUT que les prépas, mais en travaillant, ça se fait bien, ça se fait très bien. Et d'ailleurs, la première année, je me souviens qu'en maths, on avait divisé les groupes en deux, ceux qui avaient déjà une approche plus poussée, j'ai envie de dire, avec les prépas et certains DUT, et puis ceux qui étaient un peu plus dans le mal, DUT BTS, et ça permettait de compléter, combler le niveau, les petits manques qu'il pouvait y avoir. Donc, voilà, je pense qu'on a répondu à la question de Théo. Donc, je travaille dans un service, disons, stratégique, qui est un service d'appui à un département qui gère le patrimoine bâti, donc les bâtiments qui appartiennent à la ville de Nantes, des écoles, des gymnases, les mairies, tous les bâtiments qui sont dits communaux ou métropolitains, bref, qui servent la cause, on va dire, de toutes les personnes qui travaillent dans la culture, les musées, et puis l'enseignement, l'éducation et autres, tout ce spectre très large, tous les bâtiments, il faut pouvoir évidemment les maintenir, les exploiter. Donc là, la partie chauffage, électricité, il faut pouvoir aussi les rénover, il faut pouvoir les maintenir. En fait, et je travaille dans un département voilà qui a cette mission-là. Et la mission dans laquelle je travaille, c'est une mission qui s'appelle Mission Développement Durable, qui est un service stratégique d'appui à tous les autres collègues pour amener des pratiques plus vertueuses dans le sens où politiquement, on va dire, c'est la transition énergétique, enfin, c'est ce qu'ils recherchent, le développement durable dans la manière de maintenir notre patrimoine et autres. Voilà, je suis sur des questions très très larges, pas seulement énergétiques, mais plutôt sur la notion de transition énergétique et de développement durable dans nos pratiques de gestion de nos bâtiments, de la naissance à la déconstruction du bâtiment. Donc, on trouve des budgets, on trouve des formations pour nos collègues qui savent faire leur métier, mais à qui on demande des nouvelles compétences, des nouvelles techniques et autres. Et on met les personnes en relation, on trouve des nouvelles idées liées à des nouvelles énergies renouvelables, par exemple. Tout ça lié à des plans d'action que nous mettons en place, auxquels on présente aux élus et qui, une fois bien motivés, les élus acceptent ce genre de choses, donc débloquent des budgets et ensuite, une fois accepté, on permet à tous nos collègues d'avancer, de progresser dans la notion de transition énergétique et de développement durable. Voilà pour le métier que moi j'effectue au sein de la ville de Nantes. Du coup, on va passer sur les questions. Un cas très concret, dans la classe, on a une fille qui vient de licence pro. Alors, c'est pas exactement maîtrise de l'énergie, ça devait être, je sais plus le nom exact, maîtrise de l'énergie dans le bâtiment ou quelque chose comme ça.
mais du coup, pas du tout un frein. Et puis, pour le DUT en alternance, je dirais exactement la même réponse que Monsieur Gros. Au contraire, c'est déjà l'expérience de l'entreprise. Et puis, de toute façon, j'ai envie de dire que DUT, et surtout DUT et GTE, on a les capacités pratiques. Alors, effectivement, on a pu faire des TP, etc. Mais je dirais qu'on a l'ordre de grandeur, on a toujours une notion de ce qu'on peut travailler. Et je pense que ça, c'est un vrai atout dans la formation. Donc c'est vrai que oui, je dirais, pour ajouter, tous ceux qui ont fait de l'alternance déjà en amont, c'est-à-dire en DUT ou en BTS par exemple, pour moi c'est quelque chose en plus. C'est vraiment un point positif et donc il va falloir certes au niveau des études travailler pas mal, beaucoup, mais en ayant déjà fait de l'alternance, dans ces cas-là, ces personnes-là savent ce que c'est, ne le découvrent pas. Donc c'est vraiment un plus. Et s'il y a cette volonté de vouloir travailler ces cours et toute la partie un peu académique assez durement, si c'est acceptable pour vous, alors dans ces cas-là, l'alternance que vous avez déjà engrangée aujourd'hui sera que du plus, que du positif. Moi, c'est ce que je peux ajouter effectivement à tout ça. Et donc que ça vienne plus de l'électricité ou plus de la thermique ou plus de quelque chose un petit peu lié à l'un ou seulement à l'autre. Bref, on est ici, on arrive en MDE toujours avec une grande distinction. Vous arrivez thermique ou électrique et vous repartez double compétence. Il n'y a pas un besoin de déjà connaître les deux, grandes thématiques qui sont l'élec et la thermique. C'est vraiment, on arrive spécialiste de l'un et on ressort doublement spécialiste, disons. C'est bien, tout à fait. Donc, c'est une bonne définition, mais ça donne, c'est effectivement un plus parce que ça vous habitue aussi à avoir ce rythme un peu particulier. Alors, comme je dis toujours, quand je parle d'alternance, la mauvaise nouvelle, alors ça répond un peu à la question, je crois que c'était Adrien tout à l'heure, je ne sais plus, je reprends le chat là, quand il parlait aussi des horaires, non, ou Théo, je ne sais plus. Donc, vous avez le même nombre d'heures. Alors, beaucoup de gens pensent l'alternance, le niveau est pas le même que dans une formation sous statut étudiant. Alors moi je dis toujours, je crains que ce ne soit exactement le contraire parce que globalement vous avez le même nombre d'heures de cours qu'un étudiant. C'est le même diplôme d'ingénieur. C'est même pas marqué sur votre diplôme, je dirais ingénieur en alternance. Vous sortez ingénieur Polytech. La façon dont vous l'avez fait, la limite, ça ne nous regarde pas, si j'ose dire. Mais donc, vous avez exactement le même nombre d'heures de cours et le même cursus. Et par contre, vous avez travaillé à la base 35 heures par semaine quand vous étiez en entreprise. Donc, la bonne nouvelle, c'est que pour ça, on vous a donné de l'argent. La mauvaise nouvelle, c'est que par contre, vous n'êtes plus étudiant, c'est-à-dire que c'est 5 semaines de congés payés comme tous les salariés en France. Donc, vous êtes devenus des salariés, vous n'êtes plus des étudiants. Bon, on rigole bien quand même aussi, mais bon, on a changé de paradigme quelque part. On n'est plus vraiment dans le monde d'étudiants, on est totalement dans le monde du travail. Je vois aussi, alors, le fait d'avoir une entreprise avant même d'avoir intégré la formation est-elle un réel avantage ? Clairement, oui. Clairement, oui, parce que ça veut dire que vous avez réussi à convaincre une entreprise de vous garder. Donc, a priori, s'ils ne sont pas complètement fous, c'est que visiblement, vous les intéressez. Mais ce n'est pas obligatoire non plus d'avoir déjà votre entreprise, bien entendu. Mais ça fait partie aussi de la démarche que vous vous êtes projeté en avant et que ça peut vous intéresser. En général, les GTE n'ont pas trop de mal à trouver des entreprises parce que, comme l'ont dit les garçons, vous êtes très opérationnel. La formation GTE elle fait que vous êtes, entre guillemets, immédiatement employable dans l'entreprise. Vous avez suffisamment de compétences pour qu'on vous donne un cahier des charges à éplucher, on peut vous donner un bilan énergétique et puis après, on va vous monter en puissance dans l'entreprise. Mais ça veut dire que, et dans des domaines aussi variés, vous voyez, on peut être... il y a de l'énergie partout, hein, comme je dis toujours. Donc, vous pouvez être chez un gros opérateur, enfin un gros consommateur d'énergie. Hein. Je crois qu'Orange, Mathieu, après la SNCF, ça doit être juste derrière, je crois. Donc, c'est possible. Je crois que c'est la 4G, ça a explosé, un truc comme ça. Vous pouvez être dans une collectivité comme Gauthier qui travaille sur des problématiques d'énergie renouvelable. C'est évidemment
hyper tendance, comme dirait l'autre. Vous pouvez être dans un bureau d'études, vous pouvez être évidemment chez un fournisseur d'énergie, hein, que ce soit les traditionnels, y compris Enedis et RTE. Hein, on recrute des GTE dans les centrales nucléaires, on recrute chez Engie, on recrute chez Gaz de France, enfin où vous voulez. Donc je dirais c'est pour parler franglais, c'est très bankable GTE comme formation par rapport à ça. Personnellement, j'ai pu trouver mon contrat de 3 ans grâce au job dating, qui est donc une fois que vous aurez lancé la machine pour venir en MDE, vous aurez la possibilité, si vous êtes en première liste, disons, retenue, d'assister à un job dating où là, il y a de nombreuses ou très nombreuses entreprises qui viennent rechercher des alternants. Donc, ces personnes-là, on a leur contact quelques jours avant, on a de quoi déjà essayer de comprendre quelles entreprises ils sont, quelles activités ils ont, et savoir si ça nous intéresse, préparer l'entretien éventuellement, et ensuite faire mouche. Pour ma part, ça a été le cas en tout cas, avec la ville de Nantes justement. Donc des CV aux entreprises. Donc oui, il y a l'IT2I, c'est un grand réseau parce qu'elle travaille avec beaucoup d'écoles, pas seulement Polytech, mais sinon d'autres écoles. Donc en ayant beaucoup d'étudiants dans différentes écoles, il y a un réseau assez conséquent où il est possible donc de diffuser des CV et autres. Des notes. Pour être admis d'abord, il faut être admis par Polytech, par un jury Polytech. Et donc là, c'est les notes et la motivation aussi, surtout. Et je dis ça parce que personnellement, j'ai arrêté les études 3 ans et ma dernière année d'études était pas ouf, pas fantastique. Et c'est ma motivation au retour qui a vraiment, qui m'a permis de rentrer. Je me souviens très bien des mots qu'on m'a dit. Je vous prends vraiment pas pour vos notes. Parce qu'elles étaient pas bonnes la dernière année, mais plutôt pour la motivation que j'avais. Après les UT, j'ai été quand même pas mauvais. C'est juste ma dernière année de licence où c'était plus ou moins moyen, 3 années de pause et ensuite de retour. Et la motivation, mon projet professionnel, personnel, a fait que ça a fonctionné directement avec Polytech et donc ensuite avec l'IT2I. En termes de classement, si on se base sur des gens qui sortent, je dirais qu'ils sont tous à bac+2 IUT, mais ce n'est pas le cas de tous nos candidats. Effectivement, l'expérience montre qu'au final, les gens qu'on recrute, ils sont dans les premiers tiers, premiers quarts de promo. Ça dépend des promos, ça dépend des quarts et de la grandeur des tiers, comme disait je ne sais plus qui. Mais on va regarder plein de choses aussi. Alors, c'est ce que j'allais rajouter dans le chat, mais je vais le dire, c'est plus simple. Un des points importants, c'est qu'on va regarder, ça paraît bizarre, mais vos notes de français du bac. Et on va regarder votre niveau d'anglais, parce que même si vous êtes excellentissime en thermodynamique, pour avoir votre diplôme d'ingénieur, il faudra que vous ayez un TOEIC à 785. Il se trouve qu'à Polytech, c'est la seule cause d'échec des étudiants. Enfin, les apprentis, nous, ça va, on n'a perdu personne avec le TOEIC, mais on perd 1 ou 2 étudiants tous les ans. Alors, ils rattrapent le TOEIC après, hein, ils ont 2 ans pour le passer, mais c'est le TOEIC qui pose problème. Donc, on regarde le niveau d'anglais, et puis on va regarder aussi si vous êtes raisonnablement comporté en français au bac. Alors, l'écrit, on peut tomber sur un psychopathe, l'oral, ça se travaille, hein, y compris l'oral du bac de français. Il y a un peu de communication en IUT, des choses comme ça, sachant qu'en étant ingénieur, vous allez beaucoup écrire, et pas que dans vos études. Vous allez écrire des mails, vous allez faire des notes de synthèse aux gens avec qui vous allez travailler, mais il faut un petit peu que ce soit écrit en français raisonnable, et on va vous demander des qualités d'analyse et l'écriture d'un projet de fin d'études qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on attend d'un rapport de stage, si vous voulez. On n'est plus du tout dans le même domaine. Encore une fois, on change de cran, quoi. Voilà à peu près. Donc, et on regarde donc vos notes de français, vos notes du bac. Comme je dis toujours, il vaut mieux avoir un bac pro avec une mention très bien qu'un bac S sciences de l'ingénieur avec mention passable, en résumé. Et la motivation, comme a dit, le dossier, c'est un premier tri. Hein. Ça nous permet, alors je réponds à la promo tout de suite après. Hein. Ça nous permet d'éliminer, malheureusement, parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde, la moitié des candidats. Et donc, on a sur une promo, je peux vous donner les chiffres de cette année. Cette année, j'ai recruté 32 apprentis. L'année d'avant, on en avait recruté 24. On a perdu du monde en route parce que notre calendrier de recrutement n'était pas très bon.
Ça, c'est la promo de Mathieu. Gauthier, vous êtes 23, si je me souviens bien, hein, c'est ça? Oui. Donc, on va dire entre 24 et 30. L'année dernière, j'avais beaucoup d'offres, j'avais beaucoup de candidats qui sont restés. J'ai pu négocier de monter jusqu'à 30 apprentis. Donc, entre 20 et 30, on a à peu près tous les ans 120, 130 dossiers. J'en garde 80, 90 parce que je ne peux pas faire passer tout le monde, mais ça me permet, voilà, il faut bien faire un tri. Mais clairement, c'est quand vous allez arriver à l'entretien de recrutement, parce que donc il y a une étude de dossier et un entretien, c'est l'entretien qui sera déterminant. Bon, dans votre cas, Gauthier, ça a bien marché. Hein. L'entretien, c'était ça. Non, on ne vous demande pas vos notes de terminale, je vous rassure, on n'est pas si méchant. Non, mais on regarde, Julie, c'est un petit indicateur. Ça veut dire aussi, on ne va pas vous éliminer parce que vous avez planté votre français quand vous étiez jeune. Hein, tout le monde a le droit à l'erreur. C'est un indicateur parmi d'autres, si vous voulez. Mais ça fait partie des choses qu'on regarde. On ne regarde pas que les gens qui sont vos notes de maths et vos notes de physique. Ce n'est pas forcément uniquement significatif pour être ingénieur. Dans toute formation d'ingénieur, un tiers des enseignements, quels qu'ils soient, que ce soit en alternance ou en sous statut étudiant, il y a à peu près 30% des enseignements, ce ne sont pas des enseignements scientifiques. C'est du management, c'est de l'économie, et c'est quelquefois une bonne partie de notre boulot, comme vous le diront les gars, en prime. Moi, personnellement, du coup, en sortant de DUT, il y avait une étude de dossier. Après quoi, il y a une journée où on avait passé des tests, donc français, anglais et maths. Et après ça, il y avait une deuxième journée où là, il y avait entretien. Et moi, c'était, je pense, ce qui m'a vraiment fait réussir l'examen, entre guillemets, des 2 journées, un peu comme Gauthier. Parce que aussi, j'avais réussi à montrer ma motivation à travers des choses que j'avais pu faire dans le thème de l'énergie, donc des projets entre le scolaire et l'extrascolaire, par exemple. Et puis aussi que j'avais voyagé à l'étranger, j'avais passé quelques mois à l'étranger, donc mon niveau d'anglais, bah, voilà, c'était plutôt pas mauvais, ça aide aussi. Donc, n'y voyez pas forcément que des notes, montrez ce que vous pouvez apporter aussi et ce que la formation pourrait vous apporter dans votre cursus professionnel, quoi, dans votre développement personnel. Donc, bah, je ne savais pas, je me posais la question, effectivement, les tests sont supprimés pour les DUT, c'était déjà le cas pour les PEP, Oui. les prépas. Donc, alors, l'entretien, il est individuel, on est face à 2 personnes. Moi, il y avait une enseignante et quelqu'un qui venait du monde professionnel. Donc, je ne sais pas si c'est comme ça à chaque fois, mais c'est pour combiner. Voilà, donc c'était, je crois, une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes, un peu comme un entretien qu'on peut avoir pour entrer dans une entreprise, hein, rien d'exceptionnel. Je ne sais plus exactement ce que j'avais préparé ou des choses comme ça, mais par rapport aux motivations, ou je ne sais pas si Gauthier te rappelle de quelque chose, mais. Si, effectivement, donc il y avait un ancien ingénieur et effectivement un enseignant de Polytech, et de par leurs questions, ils voient un petit peu notre entendement aussi de ce que c'est que l'école d'ingénieur, la formation d'ingénieur et demain le job, et aussi de comprendre si on souhaite vraiment intégrer une entreprise, travailler durement pendant 3 ans. Bref, c'est nous tester un petit peu et se rendre compte si jusqu'à là on est arrivé, mais qu'on n'a pas vraiment saisi ou qu'on n'est pas vraiment au clair sur ces questions-là. Donc, pour moi, en tout cas, ça a été de travailler ma définition de l'ingénieur et de comprendre vraiment, pour pas passer à côté, de savoir répondre à la question, mais à la fois derrière, c'était vraiment, est-ce que la définition que j'en lis, est-ce qu'elle me correspond au final, et la formation d'alternance, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que je suis prêt à tout ça, éventuellement avoir 2 maisons, éventuellement bouger toutes les 2 semaines, 3 semaines, puis avoir les vacances scolaires comme tous mes autres collègues des autres promos, etc. Mais des vacances différentes, je devrais les poser lorsque je suis en entreprise. Bref, pour moi, de ce que je me souviens, c'était beaucoup de... Alors, c'était pas forcément que là-dessus, mais ça permettait de voir si le projet professionnel était bien en lien à la formation qui était proposée, et non pas
Je me souviens par exemple avoir rencontré une nana de mon âge, on va dire, qui sortait de PEP, donc des prépas intégrés de Polytech, qui elle, parce qu'elle était très bonne dans sa prépa, avait postulé partout et imaginait pouvoir choisir n'importe quelle formation. On allait lui dire oui absolument partout. Et cette personne-là n'a pas été prise tout simplement parce qu'elle n'avait pas saisi en fait ce que ça voulait dire l'alternance. Et donc ingénieur, oui, parce qu'elle sortait d'une prépa intégrée à Polytech, donc elle avait l'air d'avoir bien saisi, mais l'alternance, non. Et, et les gens du jury l'ont compris et lui ont rappelé qu'effectivement, si ça l'intéresse, il fallait creuser la question d'abord et pas se poser cette question-là juste en face du jury, mais bien en amont, déjà en amont. Ouais, et puis on vous demande un peu, comme vous avez dit, on vous demande un peu d'être un peu curieux, c'est-à-dire que rendu au niveau où vous êtes, vous envisagez une carrière d'ingénieur, pourquoi on peut travailler avec un DUT, hein, ça marche très bien. Pourquoi en reprendre pour 3 ans? Pourquoi vous voulez être ingénieur? Et c'est quoi la formation? Et comment je vais être apprenti? Et l'IT2I, c'est quoi? Donc vous voyez, c'est des démarches effectivement qu'on n'a pas en tant qu'étudiant, rester étudiant, comme a dit Gauthier. C'est-à-dire qu'encore une fois, pareil, comme a dit Émilie, vous avez un CV classique, bien sûr, mais on va aussi vous aider à vous positionner dans votre projet. C'est-à-dire que, une question qu'on me pose toujours, qu'est-ce qui est mieux, c'est l'alternance ou pas l'alternance? Moi, je dirais, je sais pas. À la fin, de toute façon, les deux, vous serez ingénieur. Ça dépend de vous. C'est vous qui savez le mieux si c'est votre truc à vous. Il y a des gens qui, après 2 ans de but, veulent se dire ouais, c'est sympa, mais moi j'ai envie que ça bouge. Faut que j'aille dans une entreprise, faut que je montre, j'ai envie de faire des trucs. Et puis il y en a d'autres qui disent oh là, étudiant, bah, c'est cool, hein, ça se passe bien, pépère, tranquille. On va s'en reprendre 3 ans, puis ça va bien se passer, quoi. C'est pas le même type de personne. Ça fait d'aussi bons ingénieurs en sortie, hein, mais c'est pas au même moment. Comme dit un de mes collègues, il n'y a pas de mauvais projets, il y a des projets qui sont pas mûrs au même moment. C'est aussi simple que ça. Mais si en résumé, nous, on pense que c'est bien. Si vous avez envie de vous éclater et de vous lancer, d'être un acteur de la transformation énergétique, comme on dit, là, concrètement, vous pouvez, effectivement. Donc il s'agit bien d'une promotion, hein. Moi, je suis la promotion MDE5. Arthur promotion MDE4, donc on va appeler ça une promotion comme toutes les autres promotions qui sont en continu, on va dire. Et combien d'étudiants? Du coup, on a répondu à la question, ça va entre une vingtaine et une trentaine d'étudiants par classe. Voilà, une promotion par filière. Et donc, vous êtes bien par rapport à la question de tout à l'heure, hein, comme l'avait précisé Mathieu, vous êtes bien que. Alors, ça existe hein, dans certaines formations, effectivement, mais en MDE, vous êtes bien que tous des apprentis. Vous êtes tous salariés, alors pas dans les mêmes entreprises, hein, bien sûr, mais vous êtes tous apprentis. Et tellement apprentis qu'en 2e année, on intègre des gens qui viennent de la formation continue. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont peut-être des fois, avant c'était des gens beaucoup plus vieux, enfin j'exagère, non c'est des gens qui ont quoi, 4, 5, 6 ans de plus que vous, c'est des gens qui ont une bonne expérience de technicien et qui au bout de 3 ans, en général c'est de la promotion interne de l'entreprise, sont accompagnés pour prendre un poste d'ingénieur dans l'entreprise. Et donc après, on va dire 6 mois de mise à niveau, ils intègrent la 4e année. En général, ça c'est sympa parce que ça fait on voit arriver des gens assez expérimentés, puis c'est assez enrichissant pour les deux parties. 2-3 semaines la première année à peu près. Ouais. En 4e, on commence à avoir une ou deux périodes un peu plus longues. Et en dernière année, Gauthier, on est sur 1 mois et demi à peu près, en moyenne. Hein, Ouais, 1 mois, ouais. Je dirais 1 mois. Et demi, quoi. Voilà. Et l'été, il faut avoir conscience que l'été, on est au travail. Donc, on est à l'entreprise. Si on a des congés et qu'on peut les poser, on les pose. On prend donc 1 semaine, 2 semaines. Si on préfère prendre les 5 semaines d'un coup, c'est possible, mais après, il n'y en a plus. Donc, effectivement, il faut savoir gérer ses congés. Il faut savoir répondre à son chef ou à sa responsable de dire quel congé tu prends cette année? Bon, je vais me poser sur la question et puis je vais pouvoir te répondre dans quelques jours. Je prends X jours au mois de juin, X jours au mois d'août, etc. Bref, l'été, on est à l'entreprise. On ne peut poser les vacances que lorsqu'on est sur l'entreprise. Il n'y a pas de congé à prendre lors de la période en formation. Et donc, effectivement, en dernière année, on arrive à 1 mois et demi. C'est pour personnellement, ça qu'on a des négociations aussi. Ouais. Il faut savoir négocier. Dans la formation MDE, on a l'obligation de faire un stage à l'étranger.
En règle générale, c'est lors du premier été, donc lors de la première année, et de environ les 2 mois. Juillet et août, on part à l'étranger dans un pays plutôt anglophone, surtout si mon niveau d'anglais est, on va dire, moyen et a besoin d'être amélioré pour passer mon TOEIC, qui est un concours obligatoire d'anglais, un test d'anglais. Alors, un pays anglophone est souhaitable, préférable. Personnellement, je suis parti en Hollande, aux Pays-Bas, dans une centrale de production d'électricité. Je suis parti pour 2 mois avec ma voiture. Et en amont, il faut préparer un peu tout son projet, savoir combien ça va coûter, à quel endroit on va loger, etc. Donc, on nous amène à se poser des questions avant. On nous valide notre projet et une fois validé, on peut arriver un peu plus serein dans le lieu du stage et non pas se poser la question 2 jours avant. Bon, j'ai trouvé un boulot certes, mais par contre, où est-ce que je vis, comment j'y vais, combien ça va me coûter, comment est-ce que je gère toute cette partie-là économique. Donc, on a un stage de 2 mois à faire. Si vous êtes déjà très très bon en anglais, vous avez le droit d'aller normalement ailleurs. Moi, j'avais cette possibilité-là. Je me débrouille aussi en langue et donc j'avais posé la question, c'était acceptable. J'ai une collègue qui est allée en Espagne, par exemple, qui était très bonne en anglais, donc elle a eu autorisation d'y aller. Et ça peut être, donc là, ça fait un peu plus rêver. J'ai d'autres collègues de classe qui sont allés en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Canada. Il y a tout ce genre, en Inde aussi, et en Amérique du Nord, enfin les USA, pardon. Et donc il y a possibilité de partir loin, de partir dans des pays un peu sympas comme cela, celui que vous voudrez, le pays que vous voudrez en règle générale, si vous vous organisez bien, vous avez possibilité d'y aller. Il faut trouver une entreprise. Ça peut être une filière de votre boîte comme tout à fait autre chose. Ça reste dans un milieu énergétique. Aussi souvent des universités ou des stages en tout cas Ouais. dans des universités à l'étranger, ça se fait souvent. Effectivement, ouais. Donc Mathieu, du coup, pas encore, mais bientôt, on espère. voilà, donc à cause du Covid, t'as pas pu sortir, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ça a été annulé assez tôt finalement. Tout était bloqué partout, toutes les frontières. Donc on attend l'été prochain normalement, si tout se passe bien. Donc, moi, j'ai une possibilité normalement avec une filiale. Enfin, c'est chez Orange Roumanie, mais pourquoi pas aussi partir dans une autre entreprise. Ça permet de découvrir des choses. Donc c'est pas encore fixé. Il faut que je continue à chercher. Et puis, moi, en tant que thermicien, j'aimerais aussi, pourquoi pas, avoir une petite expérience dans l'électrique, parce que ça permettrait de consolider le CV et de s'élargir encore un peu plus dans ses compétences, donc à réfléchir. Perso, c'est ce que je voulais faire. Je voulais partir dans une ONG. Il se trouve que Polytech a une association qui faisait partir des étudiants en formation continue. Je ne sais plus quel pays d'Afrique, mais bref, c'était sur un certain temps, un temps assez long, et leur planning à eux ne collait pas avec le mien exactement, donc j'ai pas pu, et je n'ai pas trouvé une autre. Bref, j'ai trouvé quelque chose grâce au réseau des anciens MDE qui ont fait leur stage aussi, et j'ai pu trouver ce stage-là en Hollande. En tout cas, c'était ouvert. On m'a autorisé aussi de partir sur l'idée d'une organisation internationale. Tout est un peu autorisé. Et effectivement, Sam Samantha, qui elle était partie à Hawaï et qui est revenue encore plus bronzée, qui a adoré son voyage. Et beaucoup de personnes ont envie de retourner dans les pays dans lesquels ils sont allés, parce que 2 mois au final, c'est trop court. Ouais. Mais pour notre entreprise, c'est déjà trop long. Ouais. C'est ce qu'on disait. Alors, oui, alors le stage se fait bien à la fin de la première année. Donc, comme l'ont dit Gauthier et Mathieu, normalement, alors Mathieu, c'est une exception. Hein, c'est une exception. Toute la promo est concernée puisque normalement, ils auraient dû partir l'été dernier. Et tout déplacement a été, l'université de Nantes a interdit tout séjour à l'international, étudiants comme apprentis. Donc, c'était clair. Donc, mais normalement, ça se fait à la fin de la première année de formation sur l'été. C'est-à-dire que les cours s'arrêtent mi-juin à peu près. Hein. La période en Polytech s'arrête mi-juin. Et donc, après, vous avez 9 semaines à faire et vous revenez, on va dire, grosso modo, fin août, plus ou moins quelques jours.
L'idée étant, c'est l'intérêt aussi de vous faire passer le TOEIC dans la foulée sous forme de stage intensif et en général, ça marche plutôt pas mal, quoi. Donc voilà, c'est 9 à 13. Alors, c'est la CTI. On disait tout à l'heure, en MDE, on a un stage. Faites toute formation d'ingénieur. Il doit y avoir un séjour à l'international. C'est aussi obligatoire que le TOEIC. Et donc, exceptionnellement, l'année dernière, la CTI a neutralisé les séjours à l'international pour l'exigence du diplôme. Il y a des rumeurs pour cette année, on n'en sait rien. On ne sait pas, on entend des trucs, on entend le contraire. Je crois qu'en fait, surtout, on n'en sait strictement rien, comme pour beaucoup de choses d'ailleurs. 9 semaines pour l'instant, c'est négociable. La CTI, on passe tout l'heure. La CTI, peut-être je ne sais pas si vous connaissez en DUT encore, c'est la commission des titres d'ingénieur. C'est-à-dire que c'est un organisme, on va dire indépendant, qui regroupe des enseignants comme moi, des ingénieurs, des anciens diplômés. Il y a même il y a des jeunes dans la commission. Et si vous voulez, c'est une institution nationale qui autorise une école à finalement avoir un label comme quoi elle peut bien délivrer un diplôme d'ingénieur. Une école d'ingénieur qui n'a pas d'habilitation CTI est une école d'escrocs. Pour faire ça. En général, comme je dis toujours, la valeur du diplôme est inversement proportionnelle à son coût, pour vous donner une idée. Donc, je vous réponds après, Théo, après. Donc, c'est elle qui fait que on labellise votre formation et il était dans l'idée que le séjour soit plus long pour les apprentis. Mais comme a dit Gauthier, c'est très difficile à négocier avec les entreprises. Parce que concrètement, quand vous êtes à l'étranger, vous n'êtes pas là, quoi. Alors des fois, ça les intéresse, puis des fois, ça les embête un peu. Oui, il y a des notions de nucléaire, ça fait partie de l'énergie. D'ailleurs, c'est une blague entre nous. Gauthier, on est un très grand fan, donc c'est lui qui reprendra le cours l'année prochaine. Mais oui, il y a une formation, il y a les deux, on les verra nous à la rentrée. Il y a une partie un peu théorique sur comment ça fonctionne et les principes de l'énergie nucléaire, la radioactivité, et il y a une partie plus pratique où ce sont des opérateurs de centrales qui vous expliquent concrètement comment ça se passe dans une centrale nucléaire. Donc c'est pas lui, il vient en janvier, Gauthier. Ouais, et il y a aussi la petite partie historique, parce que M. Gros aime beaucoup en cours nous expliquer l'histoire des sciences. Ouais. Donc, sur beaucoup des cours que nous avons, dont le nucléaire, on a aussi l'explication de comment c'est arrivé, quelles sont les personnes qui sont les scientifiques qui sont à l'origine de ces trouvailles, etc. Et c'est un plus qui est toujours très intéressant. Vous êtes gentil. Je le pense. Et après, si Théo souhaite se spécialiser dans le nucléaire, j'ai envie de dire que toutes les voies sont possibles. Alors, visiblement, en MDE5, il y a une personne qui en y est, mais en MDE4, nous, on avait un collègue qui était spécialisé dans le gaz. Et du coup, on n'a pas forcément plein de cours de gaz à l'école, mais sa formation est en partie en entreprise lui permet d'acquérir beaucoup de compétences dans un domaine précis qui l'intéresse. Tout à fait. Et pour compléter la question de Théo, alors d'une part, on en a une en MDE5, c'est Julie. Donc on a quelqu'un dont l'alternance se passe dans une centrale nucléaire. Elle est à la CNPE de Chinon. Donc voilà, elle est au service tout ce qui est, on va dire, robinetterie, tuyauterie, ce qui a quelque importance dans une centrale. Donc c'est son lieu de formation. EDF entre guillemets, offre des postes d'alternants dans ce domaine-là. Vous pouvez, il y a une formation spécialisée d'opérateur du nucléaire qui se fait en 1 an par une école qui est, je ne sais plus, à Cadarache ou je ne sais où, qui est, ouverte aux ingénieurs et qui complète votre formation d'1 an sur vraiment les spécificités du nucléaire. Donc, vous pouvez y candidater largement en tant qu'ingénieur MDE et vous pouvez faire, ça nous arrivait l'année dernière, vous faire carrément embaucher dans une centrale nucléaire en tant que responsable sécurité en étant diplômé MDE. Parce que, justement, comme je disais tout à l'heure, les ingénieurs MDE, ils savent ce que c'est que de la vapeur et de l'électricité. C'est un plus. Alors moi, j'ai été dès le début assez autonome. Vraiment, on m'a confié mon sujet. Mon tuteur est là, mais globalement, j'avance plutôt seul. Effectivement, quand j'ai des questions, etc., je vais le voir. Mais
Mais moi, sur mon poste, j'ai été dès le début très autonome. Responsabilité, j'en ai pas beaucoup, c'est-à-dire que je manage pas de personnes en dessous de moi. Ça arrive sur plusieurs personnes dans la promotion. Je ne sais pas si Gauthier on a l'opportunité, mais il y a pas mal de chargés d'affaires, par exemple, ou des choses comme ça, que ce soit en élec ou en thermique. Donc moi, au niveau responsabilité, j'en ai pas beaucoup. Par contre, en autonomie, j'en ai eu beaucoup dès le début. Donc voilà, c'est un équilibre de chacun dans son poste. Je ne sais pas comment, Gauthier, ça se passe pour toi, mais Ouais, donc personnellement, on m'a aussi donné pas mal d'autonomie et c'était ce qui était recherché par mes responsables, que je sois un peu autonome et à la fois on m'a donné, on va dire, la première année du travail où j'avais pas un besoin important de communiquer avec des personnes extérieures, en tout cas internes à l'entreprise, oui, mais pas externes. Et vers la moitié de la deuxième année, on va dire au milieu même de la formation, ça a commencé à pas mal changer. Là, on m'a mis en relation on m'a mis sur des nouvelles missions avec une autonomie exigée et le fait de devoir contacter des entreprises extérieures, de savoir représenter mon entreprise envers d'autres entreprises. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, moi, j'ai une grande évolution sur la manière dont je dois représenter ma boîte aujourd'hui et ma manière de devoir me tenir et de savoir gérer les projets, en fait, les projets sur lesquels je suis. Il y a un an, on me demandait pas grand-chose et je savais pas, enfin, on me demandait pas grand-chose, pardon, sur des questions économiques, par exemple. Et aujourd'hui, je suis sur des projets avec pas mal de zéros derrière, qui donnent un petit peu de fil à retordre. Là, depuis 2 jours, par exemple, je suis un peu stressé par les choses qu'il y a à faire, à rendre. Mais du coup, c'est un peu ce plaisir-là aussi, justement. C'est ce que je disais en introduction. Ça fait du bien là de souffler un petit peu parce que les journées en ce moment sont un peu plus ardues grâce justement à ce gain d'autonomie, de responsabilité un petit peu. Et effectivement, car on est en dernière année, ouais, il y a le projet de fin d'études lié à la dernière année qui justement nous fait avoir cette position-là, quoi. Il faut pouvoir donner un petit peu plus, crocheter un peu plus, et ça devient très intéressant. Comme tout master, disons, il y a un mémoire à rendre, un mémoire technique à rendre, sur lequel donc on va travailler pendant une petite année. La dernière année, il est possible de travailler dessus plus longtemps. Je connais pas le nombre d'heures exactes sur lesquelles il faut passer dessus. Je me souviens plus, mais en tout cas, ça peut être depuis le début, si le projet est déjà déterminé, si on est arrivé dans une entreprise pour ce projet-là, ou alors c'est un projet qui peut se construire avec le temps et sur lequel on vient travailler au bout d'une année et demie, au bout de 2 ans. Et ce projet de fin d'études-là doit contenir les 4 grandes thématiques sur lesquelles l'ingénieur doit pouvoir répondre dans son travail, qui sont une partie organisationnelle, l'organisation de l'entreprise, des personnes, une partie humaine, qu'on peut aussi appeler dans un sens managérial, et puis les parties techniques, scientifiques, qui nous animent un peu dans nos sciences, et enfin la partie, laquelle j'ai oublié, économique, justement, financière, économique, de savoir parler d'argent et de pas être effrayé par ces questions-là. Donc un projet de fin d'études sur lequel on vient être animé sur pas mal de temps, il faut ensuite en rendre un mémoire, voilà, qui va nous permettre on va soutenir ce mémoire-là et c'est cette note-là aussi qui va déterminer l'issue de la formation. Donc c'est un peu la fierté enfin c'est même complètement la fierté de l'étudiant qui termine sa formation. Voilà ce que je peux ajouter. Bah, vous êtes clairement, pour compléter ce que dit la question d'Émilie, enfin, vous le voyez bien, hein. Alors après, à des degrés, ça va plus ou moins vite, et puis ça dépend aussi de votre poste. Mais l'idée générale, c'est vrai qu'en première année, on peut être un peu bébé ingénieur, et puis, mais par contre, c'est clair qu'en dernière année, on vous demande d'être autonome et de gérer un projet qui est un projet d'ingénieur. Évidemment, vous avez un N+1, hein, on ne va pas vous laisser tout seul dans la nature. Vous êtes soigneusement accompagné pendant vos 3 années de formation avec 2 tuteurs. Mais on attend de vous en dernière année que, selon la formule consacrée de la publicité, c'est moi qui l'ai fait. Hein, c'est votre truc à vous. C'est clair et net, quoi. Et c'est une exigence. Hein, encore une fois, ce que je vous disais, on est très loin, puis c'est normal. Hein, on est très loin du rapport de stage qu'on va vous demander en fin de DUT. C'est logique. Hein, vous avez 3 ans de plus et vous avez 3 ans d'expérience en entreprise. Donc, ça doit se voir, clairement. Et ça se voit la plupart du temps.
Donc, ce qui veut dire, ne vous inscrivez pas à Polytech, si j'ose dire. Alors, c'est évidemment Polytech qui vous forme et c'est Polytech qui vous diplôme. Mais parmi les missions de l'IT2I, qui est votre centre de formation d'apprentis, c'est lui qui gère vos inscriptions. C'est nous qui étudions les dossiers, mais c'est l'IT2I qui gère vos inscriptions. Alors, il y a l'inscription, entre guillemets, école, et il y a aussi, pourquoi pas, dès maintenant, penser à regarder un peu à droite à gauche ce qui peut se faire pour les entreprises, les grands sites EDF, Engie. Alors, si vous avez l'envie de travailler dans une petite PME ou des choses comme ça, pourquoi pas non plus, mais souvent les postes, les offres sur les grandes entreprises sont postulées assez tôt, donc pourquoi pas vous informer par rapport à ça dès aujourd'hui, quoi. Et je sais pas, on peut peut-être donner quelques exemples d'entreprises qu'il y a dans nos promotions. Il y a souvent RTE, moi je suis chez Orange, il peut y avoir Engie, il peut y avoir des gens qui travaillent dans les panneaux solaires, on en a parlé. Je ne sais pas si Gauthier, tu as des idées qui te viennent en tête. Ouais, dans la maintenance, dans le CVC, c'est-à-dire, si en IT2I, pardon, à l'IUT, on connaît ça, donc je vais pas le définir. Il y a Vinci, SPI, qui travaillent sur ces thématiques-là. Ensuite, effectivement, EDF. Et puis, il y a des boîtes qui travaillent un peu plus à l'international sur du monitoring pour la gestion de données photovoltaïques, par exemple. À quoi je pense d'autre? Des bureaux d'études aussi, par exemple spécialisés dans le froid ou je ne sais quoi. Ouais. Sortant des GTE, ça peut être pas mal. Ça dépend surtout de ce qui vous intéresse aussi par rapport à ça. Je dirais que LinkedIn, aujourd'hui, grâce à LinkedIn, on peut trouver beaucoup, beaucoup de choses. Moi qui recherche un petit peu les emplois de demain, pour moi, je vois énormément d'alternance me passer sous le nez, qui m'aurait plu à l'époque aussi, même si j'aime beaucoup ce que je fais aujourd'hui, mais maintenant que je le cherche et que j'en ai plus le besoin, j'en trouve un sacré paquet. Donc je dirais que il y a beaucoup d'alternance qui tournent sur LinkedIn et puis sur plein d'autres plateformes aussi. Et dans l'énergie, il y en a un sacré paquet. Il y a beaucoup de choses. Il faut être curieux et se poser la question, dans quel domaine est-ce que je veux travailler dans une petite ou moyenne entreprise? Est-ce qu'un grand groupe me plaît? Est-ce que je souhaite demain éventuellement rester ou non dans son entreprise? C'est pas nécessaire d'arriver dans sa boîte le premier jour et de dire je resterai, ou on a 3 ans pour se poser la question, et à la fin, l'entreprise en question peut nous offrir un poste, peut aussi nous dire c'était très bien, merci beaucoup et à la prochaine, parce qu'on n'a pas de poste pour vous aujourd'hui. Ça marche dans les deux sens, j'ai envie de dire. Si vous aussi vous venez là juste pour 3 ans, vous n'avez pas d'obligation de continuer après chez eux. Donc, voilà. Des fois ils le proposent, des fois non. Voilà, faut l'avoir en tête dès le début. Ça fait aussi partie de… Finalement, il y a l'entretien de recrutement en tant que formation. Comme dit Mathieu, c'est, on va dire, le dossier et l'entretien école. Mais vous aurez aussi à candidater dans une entreprise. L'IT2I, Émilie vous y accompagne, bien sûr. Mais la personne qui va se présenter dans l'entreprise, c'est vous. Et au final, ça fait aussi partie des choses que l'on discute. L'entreprise peut avoir comme projet de recruter un jeune et de se le garder parce que ça l'intéresse. Et puis, il y a des fois aussi où statutairement, chez Enedis, par exemple, ils recrutent des gens parce qu'ils ont un budget alternance. Enfin, ils ont un budget, ça fait partie de leur mission. Mais par contre, comme c'est une entreprise, on va dire, à statut, à délégation de service public, il n'y a pas forcément derrière un poste accroché. Non pas parce que l'apprenti n'est pas gentil, mais parce qu'il n'y a pas de sous, tout simplement. Et des fois, oui. Donc, cette année, on avait Maximilien qui était chez Enedis Caen. Ils l'ont embauché dans la foulée. Alors, certes, il était très bon, c'est pas la question, mais il se trouve qu'il a eu du pot en plus. Il y avait une création de poste, donc ils l'ont gardé. Donc ça dépend, je dirais. Vous allez découvrir les joies du monde de l'entreprise, qui fait que ça sera aussi à vous de vous projeter là-dedans. Et certains de chez nous font leur alternance dans la boîte dans laquelle ils ont fait leur stage d'IUT. C'est possible. Il faut poser la question. Si on est intéressé, si on a bien aimé le stage d'IUT, autant proposer assez rapidement à son manager, à son directeur, directrice, et proposer cette notion-là d'alternance. Personnellement, j'ai réussi un jour je travaille pas dans cette boîte-là, mais j'ai réussi je suis allé me balader dans une boîte à Paris qui m'intéressait, qui n'avait aucune connaissance ni conscience de cette alternance-là. Je leur ai proposé cette chose-là, je leur ai expliqué comment ça fonctionnait, les coûts,
les tenants, les aboutissants et autres. Et à la fin, ils sont venus me voir en me disant, bon, bah, on est intéressé. Au final, on va ouvrir ce poste-là, etc. J'y suis pas allé, malheureusement, mais j'avais mes raisons. Mais en tout cas, il est possible de motiver une entreprise grâce à pas mal de choses, pas mal d'arguments, mais qu'il va falloir travailler, du genre combien ça coûte une alternance, etc., comment ça peut fonctionner, quels sont tous les avantages et parfois les inconvénients pour l'entreprise. Il faut pouvoir se poser ces questions-là déjà en amont parce que une entreprise vous les posera. Et donc, si vous avez 0 réponse, bah, ça peut être dérangeant, gênant, je dirais. Ouais, je valide complètement ce que tu viens de dire, Gauthier. Moi, à la fin de mon stage, enfin, même dès le début de mon stage, on m'avait demandé s'il y avait une possibilité de poursuite. Ça peut intéresser certaines entreprises. Et moi, j'avais refusé parce que le domaine m'intéressait un peu moins que ce que je pouvais trouver chez Orange notamment. Et du coup, j'étais pas resté, mais ça peut arriver régulièrement. Et pour information, je sais, alors vous trouverez toutes les informations sur le site du IT2I, mais la formation ne coûte rien à l'entreprise si ce n'est votre salaire. Donc, bah, c'est quand même pas mal du tout. Ça peut être un très bon argument parce que souvent les entreprises peuvent être bloquées à l'idée de payer votre formation qui parfois peut être plusieurs milliers d'euros par an. Là, comme vous dites, 9 000 ça coûte rien à l'entreprise si ce n'est le salaire. Ça peut être un bon argument. Oui. Alors, les entreprises connaissent assez mal le monde de l'alternance, malgré ce qu'on pourrait croire. Et beaucoup d'entreprises, alors les grands groupes qui ont des RH, ils savent à peu près. Mais une petite PME qui peut se dire je prendrais bien un apprenti, mais ça me coûte cher, j'ai pas les moyens. Ça fait partie des questions clés des entretiens. Combien coûte votre formation? 0. 0. Et c'est l'IT2I qui paye votre formation. Ça sert à ça, un CFA. L'entreprise vous paye X% du SMIC selon votre âge, etc. On va dire aux environs du SMIC, et comme ça, je ne vais pas trop me mouiller. Mais ce qui est normal, hein, vous êtes salarié. Enfin, il se paye un ingénieur pour le prix d'un SMIC, donc c'est plutôt une bonne opération, quelque part. Mais le coût de votre formation, il est pris en charge par ce qu'on appelle les OPCO. Enfin, c'est la réforme de l'apprentissage. Donc, c'est surtout pas l'entreprise qui paye votre formation. Sinon, je vous garantis qu'il n'y aura pas beaucoup d'apprentis en France, hein, si c'était le cas. Donc, je pense que c'est comme ça que j'ai réussi à motiver cette boîte de Paris qui ne connaissait rien. Je ne coûte rien. Voilà. Et je pense que c'est une belle conclusion. Ah bah. Effectivement. Et puis, vous n'hésitez pas, hein, vous avez vu, on est assez facilement. Voilà, c'est ça. En plus, on vous paye, vous vous rendez compte? Bon, ok, vous avez le droit de bosser, d'avoir que 5 semaines de congé, mais on vous donne de l'argent quand même. On a grassement payé Gauthier et Mathieu pour qu'ils aient l'air souriants. Bon, sinon, leur vie est un enfer, hein, bien entendu. Mais vous vous rendez assez vite compte que globalement, ça se passe plutôt pas mal et que je pense que ça peut vous plaire. Si vous êtes prêt pour l'alternance, c'est une belle expérience. Et globalement, vous n'hésitez pas aussi. Alors, il n'y aura pas de journée porte ouverte, hein, malheureusement. Ça, je pense que c'est plié tel que ça se dessine. Mais vous voyez, on a des mails, il y a des sites. Enfin, il y a plein de moyens de vous informer et de nous contacter à nouveau si vous avez des questions. On est facilement trouvable à l'IT2I, à Polytech, pour peu que vous ayez des éléments supplémentaires ou des interrogations.